Bonjour à toutes et tous qui avaient décidé de regarder et d'écouter les vidéos réalisées par le Pardem lors de son université d'automne 2022 qui s'est donc déroulée à La Rochelle du 11 au 13 novembre. Nous accueillons Benoît Martin, qui est un syndicaliste et qui est l'auteur d'un livre à paraître aux éditions Sileps prochainement. Peut-être pourra-t-il nous indiquer la date de parution de ce prochainement, pour le moment un peu flou de la part des éditions, visiblement. Son livre, comme son intervention, porte sur le fait de savoir, de comprendre, de décrypter et de donner à connaître comment France Télécom a été démantelée et évidemment les conséquences qui s'en sont suivies. L'intérêt aussi de cet ouvrage est, de la part de Benoît Martin, est de nommer les responsabilités, celles de l'Union européenne bien entendu, celles du gouvernement, mais aussi d'analyser le rôle des syndicats. Benoît, c'est à toi, tu peux y aller, on t'écoute. Eh bien, merci pour cette invitation, pour effectivement la présentation d'un livre qui va sortir au mois de mars 2023 aux éditions Sileps. Le titre de ce livre sera Ma fibre syndicale et donc sera centré sur l'année 2002 à France Télécom, mais en fait reviendra un petit peu avant, on va dire aux sources de la crise de France Télécom, avec tout le processus de privatisation et de déréglementation qui a été voulu par l'Union européenne, par les gouvernements successifs, et qui s'inscrit complètement dans le néolibéralisme et dans la volonté d'en finir avec les monopoles publics. Voilà. Donc, ce livre parle de télécommunications, puisqu'on reprécise un petit peu ce que sont les télécommunications, ce qu'elles ont été, ce qu'elles sont aujourd'hui, comment elles ont évolué. On parle de cette aventure technologique qui anime beaucoup encore aujourd'hui de télécommunicants. Nous parlons également dans ce livre de syndicalisme, quel était à l'époque de la privatisation l'état du syndicalisme, les rapports de force internes et externes. Et puis enfin, on parle du néolibéralisme, justement, voilà cette volonté qu'ont eu tous les États d'être au service des multinationales pour transformer les monopoles publics en oligopoles privés. Alors, comment dire, cette privatisation a provoqué une forme de démantèlement, effectivement, ça a été dit par Michel, pas un démantèlement total de l'entreprise France Télécom, en tout cas. Ce à quoi on a assisté surtout, c'est une privatisation, c'est-à-dire une transformation de l'établissement public en société anonyme, l'ouverture du capital, avec un État majoritaire dans un premier temps, puis minoritaire actuellement, puisqu'aujourd'hui, l'État plus la Banque publique d'investissement, à elle deux, possède 25% de la société anonyme Orange, puisque entre-temps, France Télécom est devenue Orange. Nous y reviendrons. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une répartition en termes de parts de marché aussi, avec l'arrivée de la concurrence. Et donc aujourd'hui, par exemple, la téléphonie mobile. Et voilà, c'est un jeu à 4 essentiellement en France, entre Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free, bien entendu. Voilà, donc il y a eu un autre phénomène important d'éclatement on va dire des activités et de l'emploi à France Télécom Orange qui s'est fait, cet éclatement, par la filialisation. Aujourd'hui, la plupart des métiers de techniciens et également de vendeurs, que ce soit les vendeurs en boutique ou bien la vente qui peut se faire par le biais des centres d'appel. Tout cela est largement externalisé. Il y a eu une politique d'externalisation, de sous-traitance. Et donc aujourd'hui, les emplois, on va dire, ouvriers, employés, techniciens, qui étaient auparavant, comment dire, un peu dans le cœur de métier de l'entreprise France Télécom,
sont largement externalisés. Et ça joue un rôle, évidemment, aussi eh bien, dans l'évolution syndicale de l'entreprise France Télécom Orange. Voilà, donc, et ce n'est pas fini, hein, je parlerai tout à l'heure à la fin de mon exposé des risques encore actuels de démantèlement de ce qui reste de l'opérateur Orange, ancien monopole des télécoms. Alors, il faut se plonger un petit peu dans l'histoire, remonter à 1974. À l'époque, la France était vraiment sous-équipée en télécommunications. Il y avait à peu près que 7% de la population qui avait accès au téléphone. Et donc, un peu partout dans le monde, se développaient les réseaux téléphoniques. D'ailleurs, on peut également dire que cela consommait beaucoup de cuivre. Il fallait amener des paires symétriques de cuivre à chaque domicile, dans chaque entreprise, chaque administration. Et donc, c'était aussi la période où voilà, il y a eu au Chili le coup d'État, qui était une affaire évidemment politique, mais également avec des enjeux économiques, car le Chili était le principal producteur de cuivre dans le monde. Donc, Giscard d'Estaing, en 1974, a envisagé que les télécoms, enfin que l'exploitation d'un réseau téléphonique puisse être confiée à des opérateurs privés. Et donc, à l'époque, il y a eu la grande grève des PTT en 1974, à l'automne 1974. Les revendications essentielles étaient d'augmenter les salaires, de titulariser les auxiliaires et les non-titulaires, en fait. Et puis, il y avait également, on a vu fleurir dans les manifestations des principales villes de France une revendication qui était ITT Thomson n'auront pas les télécoms. Et effectivement, le mouvement a été tellement puissant en 1974 que le projet de confier à des opérateurs privés l'exploitation d'un réseau téléphonique a été abandonné. Entre-temps, l'idée quand même de la libéralisation, de la privatisation cheminait au niveau de l'Union européenne, qui était encore la CE d'ailleurs à l'époque, la communauté économique européenne. Et donc ça s'est fait par la sortie d'un livre vert en 1984 et qui prévoyait la libéralisation, la sortie du monopole d'un certain nombre d'activités de télécommunications. En 1987, donc dans la foulée, Gérard Longuet, ministre des PTT, a tenté à nouveau de privatiser les télécoms. Et donc, il y a eu une grève tellement importante en 1987 que Gérard Longuet a dû abandonner son projet de privatisation des télécoms. Ensuite, il y a une date importante, évidemment, c'est 1992 avec le traité de Maastricht qui, hélas, a été adopté. Et donc, toutes les conséquences de ce traité de Maastricht ont été mises en œuvre par l'intermédiaire de paquets de directives européennes, et notamment un certain nombre de directives concernant les télécoms en France. Et donc là, on arrive à l'année 1996, date à laquelle François Fillon, le ministre des PTT de l'époque, d'ailleurs c'était le dernier ministre des PTT, après ça n'existait plus, donc Fillon, avec la suggestion aussi d'un sénateur, Gérard Larcher, qu'on connaît bien puisqu'il est actuellement président du Sénat. Donc le binôme Larcher-Fillon a préparé vraiment deux lois. Une loi de déréglementation du secteur des télécoms pour casser le monopole, et puis une loi de transformation de France Télécom en société anonyme, donc ancien établissement public, monopole, donc transformation en société anonyme. Et c'est finalement le gouvernement Jospin qui a mis en œuvre ces deux lois, à partir de 1997, parce que comme vous le savez, Jacques Chirac avait opéré la dissolution de l'Assemblée nationale, et donc c'était un gouvernement de gauche plurielle qui a vu le jour en 1997 et qui a fait le choix, malgré l'activité syndicale de cette année-là, 97, malgré l'activité de notamment CGT et Sud,
contre la privatisation. Il n'empêche qu'on a été lâché par FO et CFDT qui, elles, ont accompagné le processus de privatisation. Et donc, en fait, les luttes ont été relativement faibles en 1997. Et donc, le gouvernement Jospin a pu procéder effectivement à l'adoption des deux lois et qui ont permis effectivement d'ouvrir les télécoms à la concurrence totalement et de privatiser partiellement, en tout cas, France Télécom. Alors, ça a été l'euphorie boursière, vraiment, cette ouverture du capital des télécoms. Nombre de mes collègues aussi de France Télécom ont acheté des actions et qui étaient bloquées pour 5 ans. C'est important pour comprendre la suite. Mais il faut bien voir qu'en 1997, au moment de l'introduction en bourse à Paris et à New York, la valeur de l'action était 28 €, même si c'était des francs à l'époque, mais je convertis en euros pour faciliter la compréhension. Il faut voir qu'au moment de la bulle Internet en l'an 2000, cette valeur boursière était passée à 215 €, ce qui est vraiment énorme. Mais donc à ce moment-là, il y a eu une bulle Internet, une explosion vraiment, qui était due à la spéculation. Il y avait à la fois une spéculation un peu intellectuelle, comment on pourrait utiliser Internet, par exemple, bien plus tard, comme aujourd'hui en 2020. Il y avait des spéculations, jusqu'où ça irait, la numérisation des services, voilà. Et également une spéculation financière. C'est la période à laquelle France Télécom a choisi, faisant face à des pertes de marché intérieur. Donc France Télécom a voulu, et elle était accompagnée par l'État évidemment, France Télécom a voulu acheter des sociétés de télécommunications européennes pour intérieur par une conquête de marché extérieur. Et donc, France Télécom a acheté l'opérateur des Pays-Bas NTL, un opérateur allemand Mobilcom, et puis un gros opérateur britannique, détenu par Vodafone à l'époque, c'était Orange. Et c'est à ce moment-là que France Télécom a acheté Orange, qui est devenu une filiale de France Télécom, pour un montant absolument faramineux de 360 milliards de francs à l'époque, c'est-à-dire environ 60 milliards d'euros. Et donc, ça a complètement plombé les comptes de France Télécom. Et France Télécom a fait tous ses achats au moment où la bulle Internet était vraiment à son apogée, avant l'explosion de la bulle Internet. Ce qui a fait qu'en 2002, eh bien, France Télécom était l'entreprise la plus endettée au monde, ce qui est absolument considérable. Voilà. Alors, en 2002, il y a eu une lutte importante aux télécoms, à France Télécom, pour empêcher le démantèlement de l'entreprise. Parce que suite à cet endettement record, le président, le PDG de l'époque, Michel Bon, a été remercié et c'est Thierry Breton qui l'a remplacé. Donc Thierry Breton est arrivé aux manettes et il a mis en place un plan de redressement, un plan d'ajustement structurel, on pourrait dire, pour redresser les finances de France Télécom. À l'époque, nous étions très inquiets à France Télécom sur le fait qu'il pourrait y avoir une séparation du réseau et des services, parce que c'est ce qui s'était fait à la SNCF en 1997, à la création de RFF pour gérer les réseaux, et la SNCF étant considérée comme une entreprise commerciale vendant des services. Même chose chez EDF en l'an 2000, avec la création de RTE, chargée du réseau de transport de l'énergie électrique, alors que EDF serait chargé de la production et également de la distribution, de la commercialisation de l'énergie. Donc on craignait qu'il arrive la même chose dans les télécoms, création d'un opérateur de réseau séparé de, disons, la commercialisation. Et donc cela n'a pas eu lieu, et c'est dû aussi à la lutte qui a eu lieu à l'automne 2002, qui est l'enjeu central de mon livre. Voilà. Donc, lutte unitaire en 2002. On a fait un gros travail syndical
et aucune organisation syndicale, mais aucun collègue et aucun cadre, y compris parmi même jusqu'au niveau des cadres supérieurs et de certains cadres dirigeants, personne ne voulait un éclatement de l'entreprise. On voulait rester une entreprise, un opérateur, on va dire, de réseau et de services intégrés avec ces moteurs de croissance qui s'appelaient évidemment téléphonie mobile et Internet. Voilà, donc on a un peu sauvé les meubles à cette période-là, mais la contrepartie a été très douloureuse. Ça a été le plan TOP, voilà, le plan Total Optimizing Performance, enfin bon, TOP, voilà. Et donc, ça a été à la fois un plan de désendettement. Il a fallu désendetter de 45 milliards France Télécom avec une renégociation de la dette, l'injection d'argent public et puis aussi une logique de cost killer, c'est-à-dire de réduction des coûts. Voilà, pour donner confiance aux actionnaires et puis diminuer les dépenses de l'entreprise. Et puis, il faut noter aussi qu'en 2002, aucun dividende n'a été versé aux actionnaires. C'est la seule fois que ça s'est produit depuis la privatisation de France Télécom. Et donc, voilà, c'était quand même très violent, ce plan de restructuration. On a demandé aux gens de changer de métier, de partir. Il y avait un plan de pré-retraite pour que les gens partent à 55 ans, ce qui était bienvenu pour beaucoup de collègues. Beaucoup de collègues sont partis en pré-retraite. Ils ne partageaient pas ce qui était en train de devenir leur entreprise publique, privatisée maintenant. Et donc, les effectifs ont été fortement réduits. Voilà, on perdait à peu près 5000 effectifs par an. Et donc, au bout de 10 ans, on avait perdu effectivement 50 000 emplois à France Télécom. Donc, je reviens à cette année 2002, 2003, 2004, à la mise en place du plan TOP, un plan de restructuration. Et donc, il y a eu une souffrance au travail qui a commencé à être bien connue à ce moment-là. C'est la période à laquelle a été mis en place un observatoire du stress à France Télécom. C'est aussi la période à laquelle la sénatrice PCF Marie-Claude Beaudeau avait publié un rapport parlementaire avec plusieurs centaines de témoignages de salariés de France Télécom. Quand je dis salariés, il faut comprendre, on était encore à l'époque essentiellement des fonctionnaires. Et donc, au même moment, en 2004, est sorti un livre, France Télécom, la machine à broyer, du journaliste Dominique Dessèze, et donc où était bien expliqué ce qui était en train de se passer dans l'entreprise, et donc une grande souffrance au travail, beaucoup de gens en arrêt maladie, en dépression. Voilà, donc, mais il faut bien voir qu'à l'époque, c'était beaucoup le syndicat Sud qui avait parlé de ces questions-là, un petit peu la CGT. Moi, je m'y étais collé, évidemment, puisque c'était une question tout à fait prégnante à France Télécom, mais que c'était quand même, du point de vue du syndicalisme à France Télécom, c'était quand même un peu tabou, cette question de souffrance au travail. Et donc, c'était relativement caché, même si un livre était sorti, un rapport parlementaire. Moi, j'avais pris la parole aussi à un débat à la fête de l'humanité. Mais voilà, c'était relativement tabou à l'époque. L'année 2009, pour que soient vraiment médiatisés les fameux suicides à France Télécom. Alors, il faut bien voir que M. Breton n'est pas resté éternellement à la tête de France Télécom, puisqu'il est devenu ensuite ministre de l'économie et des finances. Il y a une grande perméabilité, entre ses fonctions de dirigeant d'entreprise et le monde politique, notamment dans les télécoms, mais pas que. Voilà. Donc, c'est M. Lombard, Didier Lombard, qui est bien connu, parce qu'il a été condamné depuis, qui est arrivé aux manettes et qui a mis en place un nouveau plan de restructuration qui s'appelait Next Act, nouvelle expérience des télécoms, et puis Act pour anticipation et compétences pour la transformation. Ce sont des mots du néo-management. Voilà. Mais donc, M. Lombard a sorti un plan de suppression de 22 000 emplois et de 10 000 redéploiements internes à France Télécom. Et donc là, ça a été aussi extrêmement violent
hein, y compris dans les méthodes de management, hein, où Monsieur Lombard n'hésitait pas à dire que si les gens ne partaient pas par la porte, il faudrait qu'ils partent par la fenêtre, hein. Et effectivement, il y a eu des défenestrations, non, mais c'est terrible, hein, il y a eu des suicides, y compris de cette manière-là, à France Télécom. Il y avait des gens surchargés de travail, il y avait des gens mis au placard, qui n'avaient plus de travail, à qui on demandait de se retrouver du travail en interne par une espèce d'ANPE, on va dire, d'agence de l'emploi interne, qui s'appelait l'espace développement, mais que tous les gens, tous les salariés des télécoms appelaient l'espace dégagement, hein, en fait. Et donc voilà, c'était des années très, très difficiles, où syndicalement aussi, voilà, on était plutôt sur le reculoir. Et voilà, ça semblait être un peu le capitalisme triomphant avec de grands dégâts. Voilà. Jusqu'à la médiatisation des suicides en 2009, qui a donné lieu, alors là, à une certaine unité syndicale pour dire ça suffit, hein, voilà. Et puis une plainte contre Didier Lombard, contre Louis-Pierre Vénès et contre Olivier Barbereau, hein, qui étaient les trois principaux dirigeants de France Télécom de l'époque. Donc c'est Sud, hein, qui a lancé cette idée de dépôt de plainte, et l'ensemble des organisations syndicales s'est joint à cette plainte. Voilà. Donc, en même temps, cette année 2009, ont démarré des négociations collectives visant à améliorer les conditions de travail. Effectivement, à partir de 2010-2011, il y a eu une espèce de, comment dire, un air un peu nouveau. On a pu respirer un peu. Et Didier Lombard a fini par partir. Elle a été remplacée par Stéphane Richard en 2011. Et donc là, c'était une période où, on va dire, le management s'est un petit peu détendu quand même après les révélations de l'année 2009. Il fallait quand même donner des gages. Monsieur Richard, en arrivant aux manettes, a estimé que la CFE-CGC n'avait pas toute la place qu'elle méritait dans l'entreprise, et il a fait en sorte que la CFE-CGC devienne la première organisation syndicale de France Télécom, qui allait devenir Orange en 2013 d'ailleurs. Et il a réussi effectivement, mais y compris par le biais de la sous-traitance, hein. Tous les ouvriers, les employés, ces emplois-là étaient dans la sous-traitance, et ça a été essentiellement des recrutements à bac+5, évidemment de contractuels, parce qu'on a arrêté de recruter des fonctionnaires depuis longtemps à France Télécom. Donc voilà, mais Stéphane Richard a fini par avoir des problèmes. Il a été rattrapé un peu par la patrouille, hein, puisqu'il a été mis en examen dans l'affaire du Crédit Lyonnais, puisqu'il était directeur de cabinet de Christine Lagarde lorsqu'il y a eu ce scandale. Voilà, donc on finit là-dessus rapidement pour dire qu'il y a eu un procès en 2019, hein, duquel, à l'issue duquel 7 dirigeants ont été condamnés, et cette condamnation a été confirmée en appel cette année, en 2002. Voilà, donc aujourd'hui on a de nouveaux patrons chez Orange, hein, avec un président qui s'appelle Jacques Aschenbroich et une directrice générale qui s'appelle Christiane Edeman. Enfin, peu importe, mais aujourd'hui, voilà, donc Orange est devenue une entreprise voilà, concurrentielle. On est passé d'une situation ancienne lors de laquelle on avait un monopole public, et puis qui était caractérisé aussi par un financement public, hein, de la recherche sur les télécommunications, et puis aussi une industrie, hein, des entreprises comme Alcatel, comme Thomson, etc., qui était largement aussi financée par les commandes publiques. Voilà. Puis il y avait un travail en commun entre les chercheurs des télécoms, voilà, du centre de recherche des télécoms, les ingénieurs des industries, hein, de télécoms, et donc tout ça marchait plutôt bien, hein, voilà. Tout ça permettait aussi de financer toute une filière de composants électroniques, de matériel de télécommunication et de matériel informatique, car tout ça est lié finalement. Il y avait aussi, comment dire, à cette époque-là, eh bien, France Télécom, qui avait une réputation à l'international, hein. On était les pionniers avec les Américains de AT&T, hein, au niveau mondial.
Nous étions les 2 premiers pays à avoir mis en place une liaison par satellite, transatlantique. Voilà, il y avait une certaine coopération internationale aussi, plutôt qu'une logique de concurrence comme aujourd'hui. Une participation des différentes administrations des postes et télécoms à l'UIT, qui est l'Union internationale des télécoms, qui est une agence en fait rattachée à l'ONU, et qui est chargée d'édicter des normes, pour que les systèmes de télécommunications de tous les pays puissent être interconnectés, puissent fonctionner entre eux. Également un rôle d'allocation des fréquences, voilà, des fréquences, pour pas qu'il y ait de brouillage. Il faut bien répartir le spectre électromagnétique et décider d'une répartition. Et puis également un rôle dans les orbites de satellites. Il ne s'agit pas que chacun fasse n'importe quoi. Il faut donc répartir également les orbites de satellites de télécommunications. Et c'est encore aujourd'hui un enjeu important. Alors donc maintenant, Orange est une société anonyme qui verse des dividendes de l'ordre de 3 milliards, au moins 3 milliards d'euros chaque année à ses actionnaires. Il y a une concurrence qui est en partie artificielle, parce que beaucoup d'activités de télécom reposent sur le réseau historique de France Télécom Orange. Il y a un phénomène de sous-traitance, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, effectivement. Beaucoup de ce qu'on appelait avant le cœur de métier est maintenant sous-traité, ce qui est tout de même extrêmement préoccupant. Et puis, la moitié du chiffre d'affaires de France Télécom aujourd'hui, enfin d'Orange, est réalisé à l'étranger. Donc, c'est aussi une caractéristique qu'on retrouve un peu chez les autres opérateurs similaires, que ce soit dans le secteur de l'énergie, des transports. On trouve également ce phénomène de conquête de marché extérieur pour essayer de compenser la perte de marché intérieur. Alors, ce n'est pas la fin de l'histoire, ce que je suis en train de vous dire. Je dis que, alors je ne sais pas dans des mots magiques, c'était mieux avant, mais c'est un peu quand même le cas, ça fonctionnait mieux du temps de monopole public, car en fait, la concurrence est vraiment une chose artificielle pour les grandes entreprises de réseau, on va dire, que ce soit les télécoms, la poste, l'énergie, les transports, le traitement des eaux usées, etc. Ça n'a aucun sens de mettre en place une concurrence. Cela coûte cher de mettre en place une concurrence. Cela induit des coûts supplémentaires en raison de la nature artificielle de cette concurrence. Donc, ce n'est pas la fin de l'histoire, même si la situation est dégradée. Il est prévu des mutations technologiques encore dans les années qui viennent, la fin du réseau technique commuté en 2030, c'est-à-dire le réseau téléphonique classique de papa, on va dire, et puis la fin du cuivre aussi, où partout maintenant est installé jusqu'au domicile de monsieur et madame tout le monde, du cuivre, de la fibre optique, qui remplace le cuivre. Donc à l'horizon 2030, il y a encore des mutations technologiques importantes. Il y a une forme de démantèlement en ce moment d'Orange par le fait de confier la propriété des tours qui servent pour la téléphonie mobile, et puis également du réseau fibre. Une partie de ces infrastructures de télécom risque de passer au privé dans les mois qui viennent. C'est Orange que de confier à des opérateurs privés une partie du réseau, des infrastructures du réseau. Il y a également un autre enjeu par rapport aux opérateurs qu'on appelle les OTT, over the top, qui sont des opérateurs que l'on connaît bien. Ce sont les réseaux sociaux, par exemple, qui utilisent le réseau de télécommunications et ses infrastructures qui coûtent cher, mais eux ne déboursent pas grand-chose pour l'utilisation de ces infrastructures. Donc, on les appelle les over the top. Ce sont des activités un peu parasites, finalement, du point de vue du modèle économique. L'autre enjeu du moment, ce sont les GAFAM qui veulent avoir une importance prépondérante sur les réseaux, les réseaux de télécommunications. Et ils ne font pas qu'être au-dessus du réseau, over the top, comme je disais. Ils sont également en train d'investir dans les câbles sous-marins. Je pense à Amazon, qui devient un gros opérateur d'infrastructures physiques via les câbles sous-marins par lesquels transitent 95%
du trafic Internet mondial. Il y a également les constellations de satellites, hein, avec Starlink de M. Elon Musk, hein, donc c'est Tesla également, et puis le réseau de satellites Kuiper, hein, de Jeff Bezos, hein, qui est également le patron d'Amazon. Donc on voit bien qu'il y a aussi un accaparement, hein, par les GAFAM, hein, étendu à Tesla, on peut dire aussi, hein, Starlink, voilà. Donc une volonté hégémonique, hein, et transnationale, on va dire, hein, parce que ce sont des réseaux, des constellations de satellites à basse altitude, hein, qui ne sont pas en orbite géostationnaire. Hein, donc voilà, c'est des milliers de satellites qui sont en train d'être mis en place en ce moment en orbite basse. Et voilà, avec une volonté de couvrir toute la population mondiale. Alors, ça se veut égalitaire, tout le monde pourra accéder aux télécoms dans le monde, mais en fait, quand on voit un petit peu les prix d'accès, on se rend bien compte que ce ne sera pas du tout le cas. Ce sera réservé quand même pour les gens qui ont, et les entreprises, un certain pouvoir d'achat. Voilà. Donc, et puis, il y a une remise en cause également de l'Union internationale des télécommunications, cette agence de l'ONU, hein, qui est là pour réguler un petit peu, et puis aussi avec un rôle vraiment technique, hein, pour rendre compatibles tous les équipements de télécom entre eux, hein, dans le monde. Donc là, ce rôle de l'UIT est contesté. Ce sont les multinationales qui veulent imposer leurs lois. Donc voilà un petit peu les enjeux dont je parle également à la fin de mon petit livre, hein, qui fera une centaine de pages, et qui est le point de vue vraiment d'un syndicaliste sur ce processus de privatisation, déréglementation des télécoms, qui est bien rattaché à une volonté, on va dire, de l'Union européenne. C'est une évidence, hein, et tout ce qui se passe dans les entreprises publiques de réseau procède, hein, du traité de Maastricht en particulier, et de paquets de directives de l'Union européenne pour orchestrer cette déréglementation. Et moi, je suis un militant parisien, hein, de la CGT. Je vois bien ce qui est en train de se passer en ce moment au niveau de la RATP, avec le réseau de surface, hein, bus, tramway, qui, dans quelques années, est prévu, hein, d'être ouvert à la concurrence. Et il y a des luttes syndicales importantes également pour essayer d'empêcher cette espèce de fuite en avant tout à fait mortifère. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire en quelques mots, hein, sur le petit bouquin que j'ai écrit, mais au-delà de l'écriture d'un livre, il s'agit surtout de lancer des débats. Hein, pourquoi pas, ce bouquin peut servir à lancer des débats et d'affirmer que l'idée d'un monopole public des télécommunications est une idée extrêmement moderne, positive et efficace. Voilà, j'en ai terminé avec cet exposé. Merci Benoît, c'était clair et net. On pourrait, avant de terminer, ajouter deux, trois petits points. D'une part, que pendant cette même période concernant France Télécom, se sont produits également des privatisations de la télévision, puisque l'ORTF, qui était une entreprise publique, a été transformée en Télédiffusion de France. Cette Télédiffusion de France a été sous le giron ensuite de France Télécom à partir de 2002, si ma mémoire est bonne. Et que pendant toute cette période, à partir, en tout cas d'une manière très, très claire et très ouverte, à partir des années 80, mi-80, l'Union européenne ne s'est absolument pas cachée de sa volonté de libéralisation et d'ouverture de tout ce qui pouvait concerner les télécommunications, donc y compris la télévision, pour l'ouvrir donc au marché et faire advenir les chaînes de télévision privées
Et aujourd'hui, nous battons les records puisque en 2022, la télédiffusion de France fonctionne comme un groupe intégrant aussi la radio. Ça a mis son temps parce que l'Union européenne est patiente, je le dis très souvent. Si elle doit mettre 10 ans, 15 ans, 20 ans à obtenir ce qu'elle veut, eh bien, elle attendra par des actions évidemment plus ou moins sinueuses, plus ou moins pernicieuses, et évidemment, sans la complicité des gouvernements, quelles que soient les couleurs du gouvernement, eh bien, on se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire en tant qu'usager, en tant que citoyen, finalement, spolié des entreprises publiques auxquelles nous avons aussi, en tant que contributeurs d'impôts, participé à, j'allais dire, la notoriété et la qualité. Et une fois que ça c'est fait, évidemment, le capital rafle. Je parle des usagers parce que je pense aussi que par rapport à Orange aujourd'hui, par rapport au livre que tu as écrit, les usagers ont quelque chose à dire dans cette histoire. Parce que les services, justement, qui sont sous-traités par Orange, amène à des catastrophes, à des lenteurs, à des absolument invraisemblables et à des coûts aussi hein, pour les usagers, et notamment en matière technique. C'est-à-dire qu'en matière technique, aujourd'hui, Orange ne fait pas grand-chose et a la politique de sous-traitance à de multiples entreprises privées qui viennent intervenir sans automatiquement connaître ce qui se passe. On voit bien, par exemple, dans l'installation de la fibre, où tout le monde trifouille. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire tous les opérateurs hein, trifouillent dans les mêmes boîtes qui sont accessibles à l'extérieur. Et puis, quand ils n'arrivent pas à installer une fibre, par exemple, ben, c'est pas grave, ils débranchent le voisin et c'est chacun pour soi, évidemment au détriment de l'usager. Enfin, je voulais dire que sur le site du Pardem, on peut retrouver l'intégralité de l'histoire des privatisations, c'est-à-dire des éclatements des monopoles publics et l'histoire et la temporalité de ces privatisations. Chaque gouvernement a privatisé depuis 30, 40 ans, on va dire, et on voit, on lit, preuve à l'appui, qui a fait quoi. Et le plus grand privatiseur, eh bien, c'est globalement le gouvernement de Jospin dans les années 2000 et qui a défouraillé avec une complicité absolue de cette gauche plurielle dont on voudrait nous expliquer qu'il serait sain qu'elle renaisse. Or, nous avons subi en tant que citoyens et usagers les dégâts de cette complicité néolibérale. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site du Pardem, évidemment, pour lire tout ça, mais surtout, n'hésitez pas à lire Ma fibre syndicale dès qu'elle sera publiée. Il faut féliciter le magnifique jeu de mots du titre, Ma fibre syndicale, on pourrait dire, et ma fibre usagère, pendant qu'on y est. Merci Benoît.